Ben, je vous propose qu'on passe au point 2. En fait, on a fini l'introduction. Là. Donc, ce que vous appelez la modernité âge 1, hein, donc c'est cette période en gros qui s'étend de la fin de la guerre de 100 ans jusqu'aux années 60. En gros. Ça brasse quand même 400-500 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui va caractériser ce premier âge de la modernité, c'est l'urbanisation. Et c'est toujours pareil, c'est un principe scientifique de base qui est aussi valable en sociologie. Étudier une institution, en l'occurrence ici la ville, en fait, nous permet d'en savoir plus sur l'évolution sociale en général. Alors, vu que c'est un peu chiant, je propose qu'on zappe le premier point. Qu'est-ce qu'une ville ? Statistique, en plus, c'est pas très pertinent, je trouve, mais bon. Alors juste pour la définition de la ville, une définition qui n'est pas purement statistique, une définition sociologique, celle de Rivers, voilà. C'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Établissement relativement important, dense et permanent d'individus socialement hétérogènes. Donc une définition très large, mais qui a au moins le mérite de la souplesse et qui ne se limite pas à une définition étroitement statistique telle que j'aurais pu vous l'exposer dans le point précédent. Alors, les sociologues classiques, en fait, globalement, la ville a rarement été leur principal sujet de recherche. Alors, quand Durkheim parle de la ville, donc il ne travaille jamais sur la ville proprement dite. Donc il en fait un lieu de tension entre effervescence collective et anonymat, entre densité matérielle et morale. Donc au fond, la ville, c'est simplement ce groupement humain qui fait que les individus n'adoptent pas le même comportement qu'avant d'être dans la ville, si vous voulez. Et donc la proximité spatiale crée des comportements, crée une effervescence collective provoquée par la proximité. Et ça, c'est ce qu'on voit, notamment je reviens au bouquin de 1912 sur les formes élémentaires de la vie religieuse, quand il étudie les cérémonies du feu ou les cérémonies du serpent chez les Warramunga et les Arunta, qui sont les deux tribus qu'il étudie principalement en Australie, il montre en particulier comment ces cérémonies, parce qu'elles rassemblent sur une période courte, quelques jours, un grand nombre de personnes, modifient de manière radicale les comportements. Et donc ce regroupement de personnes dans un même espace crée une effervescence collective qui disparaît une fois que chacun des membres des différentes tribus retourne à son quotidien, marqué par la survie. Donc c'est une façon de cerner l'esprit de la ville selon Durkheim, mais là encore, j'insiste, il ne prend jamais la ville comme objet sociologique à proprement parler. Donc le seul, je vais vous parler après de Simmel, mais en fait Simmel il se définit plus comme philosophe que comme sociologue. Donc, le seul sociologue au sens strict classique qui parle vraiment de la ville, c'est Weber, c'est Max Weber. Puisque, alors on connaît tous l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, on connaît tous économie et société. Son bouquin La ville, il est moins connu, donc il a été publié à titre posthume. Et donc il fait de la ville, donc on retrouve ce qu'on a dit dans l'introduction, un espace à la fois matériel et symbolico-spirituel. Donc à la dimension matérielle de l'espace correspondent les activités économiques. Donc là, il n'invente rien. Cet aspect-là avait déjà été théorisé en fait par un économiste que vous connaissez, qui s'appelle Richard Cantillon, dans son bouquin de 1755, qui montrait qu'en gros, la ville, c'était le lieu du calcul économique. C'était le lieu où les échanges pouvaient effectivement se faire, le lieu où les producteurs pouvaient effectivement écouler leur production au meilleur prix. Et donc la ville, c'est l'espace matériel du marché, si vous voulez. C'est comme on définit le marché avec nos élèves, c'est un lieu réel ou fictif. Là, c'est la matérialité du marché, si vous voulez, c'est la ville. C'est comme ça que Cantillon l'envisage. Et donc au fond, même s'il ne dit pas ça comme ça, mais on pourrait dire que la ville, la centralisation liée à la ville, à l'espace urbain, permet d'une certaine façon de faire des économies d'échelle et donc d'obtenir le meilleur prix.
c'est-à-dire le prix qui maximise les échanges. Voilà, c'est vraiment l'inspirateur de l'économie néoclassique. Donc cet aspect économique de la ville, on le trouvait déjà chez Cantillon, Weber le reprend, donc là encore c'est une typologie que vous connaissez normalement, on la rencontre à chaque fois qu'on prépare les concours. Hein. Donc Weber articule deux types de relations, fermées ou ouvertes, et deux types d'activités sociales, donc de type communautaire ou de type sociétaire. Et donc vous voyez que la grande ville se situe à la rencontre de relations sociales ouvertes, du fait du grand nombre, en fait ça crée des rapports sociaux ouverts sur un plus grand nombre de personnes, mais de type sociétaire, c'est-à-dire essentiellement basé sur l'intérêt personnel et donc le calcul économique. Alors le vrai aspect novateur de Weber sur la question de la ville, c'est l'aspect religieux. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'il dit dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, là encore, celui-là je vous suggère de le lire, notamment la conclusion, elle est à pleurer. Il avait tout compris sur l'évolution du capitalisme et sur l'exploitation des ressources fossiles. Je ferme la parenthèse. Ce livre-là qu'on connaît bien, en fait, il va au fond faire le lien entre l'éthique protestante, je dirais plus généralement l'éthique chrétienne, et l'expansion des espaces urbains. Donc en gros, voilà, donc si je cite ici Weber, donc ça je l'ai extrait d'un recueil de textes dans Sociologie des religions. En fait, il fait de la religion, donc des juifs en l'occurrence ici, il a été et il reste une religion tout particulièrement urbaine et essentiellement bourgeoise. La ville de l'Occident unique parmi toutes les autres villes est la bourgeoisie, au sens où elle n'a vraiment existé que là. Attendez, je recharge ma batterie. Ont constitué le cadre principal du christianisme. En gros, voilà, les chrétiens primitifs, c'est-à-dire en gros la chrétienté qui démarre avec Paul de Tarse à l'an 30 ans après la mort de Jésus, les chrétiens, ce sont des bourgeois, des petits bourgeois, des petits artisans, etc., qui vivent à la ville. Et pour s'en convaincre, pourquoi ça avance pas ? Pour s'en convaincre, là encore, il faut regarder. Donc ça, c'est une intuition que j'ai reprise dans un petit bouquin de Marie-Françoise Basselès, comment notre monde est devenu chrétien. Donc la ville est dès l'origine le terrain privilégié d'expansion de la religion rationnelle. Donc ce que Weber appelle la religion rationnelle, c'est une religion qui exclut le recours à la magie et une religion qui cherche l'unité du Dieu et du monde à travers la maîtrise de ce dernier. Donc contrairement aux moines bouddhistes ou même aux moines bénédictins d'ailleurs du catholicisme classique, le protestant, lui, il vit dans le monde, il a des activités intramondaines, c'est le terme de Weber, et les activités intramondaines sont légitimées par la foi religieuse. Et donc le puritanisme, c'est la religion la plus rationnelle qui soit, qui l'oppose notamment au confucianisme. Et donc quand on prend l'exemple de l'itinéraire de Paul de Tarse, on se rend compte que Paul de Tarse s'adresse effectivement uniquement à des urbains, à qui il va transmettre le message donc de la construction des églises, mais aussi cette idée qu'il faut transmettre le message de Jésus à un nombre de plus en plus important de population. Donc c'est vraiment les caractéristiques primitives de la religion en général, de la chrétienté en particulier, qui est marquée par son caractère urbain. Donc il va même plus loin, c'est que Weber est aussi le grand théoricien de la bureaucratie, et il nous explique que la ville, au fond, c'est le lieu d'élection d'une double bureaucratie. Au fond, c'est l'expression, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir ça comme la ville comme matrice de la modernité, âge 1, parce que c'est au fond l'expression physique, matérielle de la rationalité. Pour illustrer ça, donc ça c'est l'exemple que j'emprunte à Jean-Marc Daniel, qu'on pense de lui, il est quand même assez marrant, où il explique que quand Constantin, l'empereur Constantin au IVe siècle, s'est converti au christianisme, c'était d'abord pour des questions budgétaires. Parce que prier un seul Dieu, ça coûte moins cher qu'en prier plusieurs. Parce que ça permet d'avoir un seul temple, en réalité, au lieu d'une multitude de temples consacrés aux divers dieux. Voilà. C'est quand même la quintessence de la rationalité. Donc une rationalité, au fond, politique ou politico-économique, et une rationalité religieuse. C'est-à-dire que l'on soit curé, si vous voulez, ou cardinal,
ou que l'on soit responsable politique, l'idée c'est quand même de domestiquer l'individu. Donc la légitimité elle est rationnelle, je ne vous fais pas le cours sur Weber, les différents types de rationalité, avec dans chaque cas une bureaucratie religieuse qui veut s'arroger le monopole dans la distribution des biens de salut, donc c'est elle qui va dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que tu dois faire pour être reconnu comme étant un bon chrétien. Ça va s'incarner dans le rituel, dans le culte, mais au fond, la logique, même si c'est une logique profane, fondamentalement, la logique politique ou politico-économique reste un petit peu la même. Il faut au fond planifier, non pas la distribution des biens symboliques, mais la distribution des biens terrestres. Et ce qui se traduit non pas par le rituel ou le culte, mais tout bêtement par de la réglementation. La ville, c'est aussi un lieu de concurrence politique. Donc encore, Weber, il vous fait ce que je vous ai proposé un petit peu avant avec Pierre Weltz. Il fait un petit peu une typologie, la fameuse méthode idéale typique de Weber. Donc en gros, il va distinguer deux grands types de villes. La ville antique, telle que je vous l'ai décrite un petit peu tout à l'heure, et la ville médiévale occidentale, qui se caractérise par son autonomie politique. Historiquement, les villes étaient dirigées par des notables locaux qui se sont toujours plus ou moins opposés à la volonté expansionniste du roi, du pouvoir royal. Et donc, au fond, construire les nations a consisté essentiellement à se mettre d'accord sur le bon niveau de fiscalité, notamment à imposer aux différentes villes, aux responsables des différentes villes, pour ne pas risquer à chaque instant la guerre et le conflit. Et donc, il distingue la ville patricienne, qui est tenue essentiellement par des rentiers, de la ville plébéienne à partir du XIIIe siècle, qui est un petit peu l'ancêtre, si vous voulez, de la ville capitaliste, où finalement le pouvoir ne s'incarne plus ou moins dans la tradition, mais davantage dans la réussite économique. Et au fond, les bourgeois qui prennent le pouvoir en France en 1789 sont au fond des héritiers de la ville plébéienne du XIIIe siècle. L'intérêt de l'approche historique, vous voyez, c'est on évite de faire des coupures en fait artificielles, mais de montrer que tout ça, en fait, ça prend du temps, ça se fait en continu. Je trouve que c'est aussi intéressant aux élèves de dire il n'y a jamais de rupture historique nette. Alors, quand même, le grand classique qui consacre une bonne partie de son œuvre à la question urbaine, c'est Simmel. C'est Georg Simmel. Donc ça, c'est l'image d'illustration de la réédition du livre en 2018. Donc, il publie ce bouquin, La vie urbaine et la vie de l'esprit, en 1903, qui est l'adaptation d'une conférence donnée l'année précédente, en 1902. Donc Simmel, qui est un Allemand, ça ne vous aura pas échappé, même s'il ne l'évoque qu'une seule fois. Je crois en lisant le livre, ça se lit facilement, c'est un tout petit livre, franchement, mais si vous n'avez pas trop le temps, en 2 heures, le truc il est lu. Il n'évoque Berlin qu'une seule fois, pourtant forcé de constater que c'est toujours à Berlin qu'il pense lorsqu'il écrit son livre. Or, au moment où Simmel fait sa conférence en 1902 et son livre en 1903, Berlin, vous le voyez, est une ville en pleine expansion. Très très forte expansion. Et Simmel va appréhender la ville sous l'angle que réfute Durkheim, qui est l'angle un petit peu psychologique ou psychosocial, j'ai envie de dire. D'ailleurs, Durkheim était assez opposé au fait que Simmel écrive dans sa revue. Et je crois qu'ils n'étaient pas trop copains les deux. Et donc, il va décrire la ville en termes d'expérience de vie, en termes de sensibilité. Il va interroger la façon dont l'expansion urbaine va venir modifier les expériences sensorielles des individus. Vous voyez que ce n'est pas purement un sociologue, Simmel, il se revendique d'abord lui-même, donc il dit comme un philosophe. Donc pour lui, la ville, c'est le creuset d'une transformation de nos expériences sensibles et de nos mentalités. En gros, il considère que les êtres humains sont des êtres différentiels, c'est-à-dire que les sensations du moment sont toujours fonction de la sensation immédiatement passée. Et donc, plus vous soumettez les individus à un nombre important et rapide de messages publicitaires, de messages lumineux, et plus la psychologie de l'individu se trouve perturbée. Et donc évidemment, le changement radical qui opère entre la campagne et la ville, c'est justement la multiplication des expériences sensorielles provoquées par la multiplication des rencontres, des messages publicitaires et des intensités lumineuses. Donc à chaque changement social, il fait correspondre une perception urbaine. Donc à la densité croissante correspond l'impression de la congestion.
À la métropolisation correspond la sensation de l'anonymat, et à l'intensification des échanges correspond un comportement, on va le développer, de vigilance et d'exactitude. Alors l'être différentiel, je ne viens pas, du coup je vous l'ai déjà expliqué, sa conscience du moment est stimulée par la différence entre l'impression du moment et la précédente. Et donc ce qui va caractériser l'individu urbanisé, c'est qu'il va être en permanence donc soumis à des écarts de sensations de plus en plus rapprochés, mais qui va être contraint de mobiliser des quantités de conscience toujours plus élevées, mais en même temps plus superficielles. Et donc les individus sont constamment, en permanence, obligés d'intellectualiser leurs rapports sociaux s'ils ne veulent pas que leur psychologie soit excessivement perturbée, si vous voulez. Donc ça suppose qu'ils prennent de la distance. On doit prendre de la distance avec les autres, parce que si on ne le fait pas, au fond, c'est toute notre psychologie interne qui va être perturbée. On ne peut pas, en gros, entretenir des relations approfondies avec tout le monde. On est obligé de rationaliser les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Vous avez tous vu ce film hautement culturel, Crocodile Dundee. Oui. Quand Paul Hogan il descend de l'avion, son premier réflexe, c'est de dire bonjour à tout le monde, à New York. Imaginez, s'il faut dire bonjour à tout le monde à New York, on devient barjot. D'accord ? Mais au fond, Zimmel, c'est ce qu'il nous dit, en réalité. Ouais, qu'à partir de Crocodile Dundee, comment on peut illustrer le message de Zimmel. Donc tout ça, ça se traduit par des échanges humains extrêmement impersonnels. Donc on intellectualise la relation sociale pour protéger sa vie subjective, et ça va de pair avec l'expansion de l'économie monétaire. Donc ça, c'était déjà ce que nous disait Cantillon, au fond, c'est que tout ça, la ville, au fond, n'est que l'expression de l'objectivation dans le traitement des hommes et des choses. Au fond, la masse fait que les individus cessent d'être des individus pour devenir des choses. Okay ? La ville déshumanise littéralement l'individu. Et donc, concrètement, dans les comportements du quotidien, ça se traduit en permanence par la recherche de l'exactitude. Il faut compter, il faut mesurer, il faut avoir une montre, il ne faut pas être en retard au prochain rendez-vous. Et donc, on est en permanence en train de quantifier son temps. Et ça a évidemment une conséquence sur les comportements des individus. C'est ce qu'il appelle le citadin blasé, le caractère blasé des citadins. C'est-à-dire qu'en gros, à force d'être soumis à une multitude de signaux rapides et éventuellement contradictoires, finalement, on en vient à ne plus tenir compte de ces signaux, à faire comme si ces signaux n'existaient pas et à adopter au fond un comportement blasé. Donc c'est ce que traduit l'incapacité physiologique de réaction aux sollicitations. Il arrive un moment où on est tellement sollicité, sursollicité, qu'on ne peut plus répondre à ces sollicitations. Au fond, c'est une façon classique de penser ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, si vous voulez. Donc les différences sensorielles sont banalisées et tout le système de valeurs sont mesurés à l'aune de la monnaie. Donc les individus éprouvent comme nulle l'importance et la valeur des différences entre les choses et par là les choses elles-mêmes. Donc ça a un effet sur les comportements sociaux. Donc Zimmel nous dit, voilà, c'est pas parce qu'on est blasé qu'on est indifférent. Et donc l'esprit des individus n'aime pas l'indifférence. Donc on a l'air indifférent, mais on ne l'est jamais complètement. Et au fond, la meilleure façon de ne pas être indifférent tout en ayant l'air de l'être, c'est d'adopter un comportement d'antagonisme latent. Et donc ce qui caractérise la vie urbaine, c'est une sorte d'antipathie systématique. Vous voyez qu'il anticipe en fait la vie à Paris aujourd'hui, si vous voulez. Pourquoi tout le monde fait la gueule ? Parce que en réalité, on est sensible à l'autre, mais on fait semblant de ne pas l'être. Et ça se traduit par des comportements antipathiques. Et évidemment, on évite en général que cette antipathie se transforme en antagonisme latent, c'est-à-dire du conflit. Donc l'antipathie, c'est la forme normale de socialisation urbaine. Vous voyez, c'était pas un grand joyeux, Zimmel. Donc un caractère réservé avec dominante d'aversion cachée. Voilà ce qui caractérise les habitants des villes. Alors réserve et indifférence. Donc des comportements réservés, des comportements indifférents sont ressentis avec plus de force dans la foule. Je vous explique, on ne se sent jamais plus seul que lorsqu'on est entouré d'une multitude de personnes.
dans la proximité physique rend visible la distance psychique. Et donc c'est pour ça que c'est à la ville qu'on va retrouver les comportements les plus excentriques. Au fond, c'est une façon d'échapper au sentiment de solitude qu'on va retrouver des excentricités, extravagances, des caprices, et donc des comportements qu'on n'aurait jamais observés en milieu rural. Alors ça, je vais passer. Alors, on va prendre l'avion et on va quitter Berlin pour aller à Chicago. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que Simmel, il a eu un élève qu'on connaît un petit peu, qui s'appelle Robert Park, qui a d'abord commencé sa carrière comme journaliste, avant de faire carrière en sociologie, et qui est un des fondateurs de la première école de Chicago, avec Ernest Burgess notamment, et puis Louis Vers, qui était un de leurs étudiants, me semble-t-il. Donc Simmel inspire la première école de Chicago à travers les écrits de Park, Burgess, etc. Alors cette première école de Chicago, donc elle a Simmel comme référence, c'est-à-dire elle reprend à Simmel un petit peu sa vision désenchantée des rapports sociaux en contexte urbain. Mais méthodologiquement, elle va reprendre également à Charles Booth. Charles Booth qui a été le premier à cartographier la ville de Londres, à la fin du 19e siècle. Elle va s'inspirer également de William Dubois, donc à Philadelphie, qui a été le premier à développer ce qu'on appellera plus tard, en 1937, l'observation participante en vivant à Philadelphie au milieu de la population noire. Et l'autre source d'inspiration, c'est l'anthropologie culturelle de Franz Boas. Vous connaissez Boas, fondateur de l'anthropologie culturelle, qui va reprendre, cette première école de Chicago va reprendre en son compte le principe méthodologique du relativisme. On ne doit pas considérer a priori notre culture ou la culture du chercheur comme étant supérieure à la culture de celui sur lequel on enquête. C'est ça qui fonde au fond l'anthropologie culturelle. On prend en fait l'individu et le groupe que l'on enquête, on le prend comme étant a priori comme notre égal. C'est le relativisme méthodologique. Donc c'est ce que dit Park, les mêmes méthodes d'observation, c'est-à-dire les observations anthropologiques, peuvent être utilisées aussi bien pour étudier les Inuits, comme l'a fait Franz Boas, que pour étudier les habitants de Greenwich Village aux États-Unis. Alors, cette première école de Chicago s'appuie sur ce qu'on appellera l'écologie urbaine. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une école de pensée qui est très influencée par les sciences naturelles, et donc qui considère la ville comme un organisme vivant. Et donc cette écologie urbaine, elle repose sur trois principes à l'origine d'une véritable mosaïque urbaine. La ville, c'est pas juste une ville, c'est une mosaïque de petits mondes. Comment expliquer ça ? En fait, il nous explique que les rapports sociaux à la ville sont basés sur trois principes. Le principe de concurrence, chacun est concurrent pour l'occupation de l'espace. Le principe de communication, la proximité avec les autres, fait que on est obligé, alors ça nous emmerde, mais on le fait quand même, on est obligé de communiquer avec eux, leur parler, quoi. Et le principe de réserve, qui permet de résoudre la tension. Ok, on est en concurrence, on est obligé de se parler, au fond, la traduction de cette tension, c'est le principe de réserve, qui avait déjà été développé par Simmel. Et donc cette réserve se traduit par la mise à distance dans la proximité. Donc on est obligé de vivre pas trop loin les uns les autres, mais on va se débrouiller quand même pour pas trop se mélanger. Et donc à partir de là, la ségrégation, vous comprenez, devient un phénomène inévitable. Alors méthodologiquement, je vous l'ai dit, il développe l'approche cartographique. Donc ça, c'est le schéma le plus connu qu'on trouve dans le bouquin de collectif, je crois, de Park, Burgess, de City, je crois. Je ne sais plus quelle année, c'est 1925 ou 1928, je ne sais plus. Et donc en gros, qui cartographie Chicago en identifiant, vous le voyez, zone A, B, C, D, E. Donc la zone A, c'est le quartier d'affaires. La zone B, c'est le quartier où vont s'instaurer de manière préférentielle les migrants, les nouveaux migrants de première génération. C'est également, alors c'est ça qui est intéressant, cette zone B, elle est pleine de tensions, parce que c'est à la fois une zone qui est extrêmement dégradée, mais c'est en même temps une zone qui annonce nos futurs quartiers centraux gentrifiés. C'est-à-dire qu'en gros, ces quartiers dégradés vont attirer également une population
dont justement le caractère dégradé de l'habitat va inspirer certains principes esthétiques. C'est pour ça qu'on va trouver dans le même espace aussi bien des migrants qui vivent dans des conditions dégradées que des artistes qui vont progressivement devenir l'avant-garde, si vous voulez. C'est ça tout le paradoxe qu'il y a dans cette zone. La zone C, c'est l'aire d'habitation ouvrière, la zone D, l'aire résidentielle, la zone E, l'aire des migrants pendulaires. Bon. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la méthode concentrique qui reste encore largement valable aujourd'hui. Alors, le double héritage des community studies, donc les études de communauté. Donc tout ça, mis bout à bout, Zimmel, les héritiers de Zimmel, la première école de Chicago, ça va inspirer un certain nombre d'études qu'on va regrouper dans ce qu'on appelle les community studies. C'est-à-dire qu'on va en gros étudier en profondeur le fonctionnement d'une communauté. Alors ça peut être une petite ville, ça peut être le quartier d'une grande ville, et essayer de voir concrètement comment s'organisent les rapports sociaux à l'intérieur de cette communauté. Donc là encore, le principe en vigueur, c'est le principe hologrammatique, qui est inspiré de l'anthropologie culturelle. C'est-à-dire qu'en gros, l'hypothèse fondatrice, c'est de dire, en étudiant une communauté en particulier, je peux en déduire des principes généraux pour le groupe en général. En gros, en étudiant une ville moyenne américaine, puisqu'on va faire les Middletown, je vais en déduire la culture américaine en général. C'est ça, le principe hologrammatique, c'est-à-dire que le tout est dans la partie est dans le tout. Alors la première étude de communauté, alors je ne sais pas si c'est tout à fait la première, c'est celle qu'on évoque toujours en premier, en tout cas, c'est celle qui est conduite par les époux Lind, à Middletown. Donc Middletown, donc ça c'était d'usage à l'époque, des études de communauté, on donnait toujours un nom fictif à des villes qui existaient vraiment. Donc les époux Middletown vont enquêter à Muncie, vous voyez, une ville située à, je ne sais plus, une 60aine de kilomètres peut-être, au nord-est d'Indianapolis. Donc ils vont enquêter en 2 temps, et à chaque fois ça va faire l'objet d'un livre, qui va être publié en 1929 et en 1937. Donc c'est vraiment eux qui inaugurent le principe de l'observation participante avec une immersion de longue durée sur le terrain de la recherche. Jusqu'à présent, il n'y avait que les anthropologues qui faisaient ça. Mais là, en fait, avec eux, on le fait désormais aux États-Unis même, en réalité, c'est-à-dire auprès de populations dont on pense qu'elles ne sont pas culturellement très éloignées de la culture du chercheur. Alors, ce qui va les frapper, nos époux Lind, alors, ils vont à Middletown, ils appellent ça Middletown, le nom n'est pas choisi au hasard. Middletown, c'est ville moyenne, puisqu'ils font l'hypothèse, c'est pas ville moyenne au sens que c'est une ville de taille moyenne. C'est-à-dire c'est une ville moyenne dans le sens où elle donne une idée de la culture moyenne aux États-Unis, si vous voulez. Et qu'en gros, ce qui s'observe dans la ville de Muncie, à Middletown, est en moyenne vrai partout aux États-Unis. Et donc, ce qui va les frapper, c'est le caractère extrêmement conservateur de la population, où le christianisme en particulier est considéré comme une sorte de religion supérieure. Ils reviennent après 1929 en disant, voyons, comment la crise de 1929 a-t-elle impacté les rapports sociaux à Muncie, à Middletown? En fait, elle a encore renforcé le conservatisme qui avait été observé avant. En gros, vous avez une forme de négation de la crise. La crise n'est pas perçue comme telle, et elle provoque en réalité une forme de recentrement sur la vie familiale. Et la crise, selon les personnes interrogées, n'est que l'expression du délitement culturel américain. Et donc, tout ça, ça se traduit par une résistance très grande à l'égard du New Deal, a priori, donc un discours très, très, très critique à l'égard de Roosevelt. Et les époulines disent, en fait, ça traduit vraiment l'expression d'un malaise profond. Le fait de nier la crise, c'est ça, en fait, qui traduit le malaise. Donc, c'est pas par hasard si on est ici dans l'Indiana. L'Indiana, c'est l'État des États-Unis où a pris forme le Ku Klux Klan. Donc, c'est quand même un État particulièrement conservateur et particulièrement fermé, j'ai envie de dire, aux questions raciales. Alors, l'autre étude de communauté, alors lui, vous le connaissez,
peut-être parfois ça arrive qu'on en parle quand on travaille sur les groupes de statut avec Weber, c'est Lloyd Warner. Vous connaissez Warner? Non? Alors Warner, lui, il travaille sur une ville, là encore, de taille modeste, Newburyport, qu'il anonymise sous le nom de Yankee City. Donc là encore, il va y passer quelques années, dans les années 30, et ça va donner lieu à une multitude de publications. Je crois qu'il va publier, 5 ouvrages. Yankee City. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le cas de Warner, c'est que Warner est au départ un anthropologue. Les Lind, si vous voulez, sont d'emblée des sociologues. Lui, c'est d'abord un anthropologue qui va faire de l'anthropologie aux États-Unis, sachant qu'il revient d'une étude d'ampleur en Australie. Et donc, il va concrètement essayer de voir dans quelle mesure les méthodes qu'il a utilisées en Australie, auprès en particulier de la tribu des Murjin, dans le nord australien, comment ces méthodes-là vont pouvoir s'appliquer dans l'étude de Yankee City. Alors revenons un petit peu à ce que Warner avait observé quand il avait travaillé sur les Indiens Murjin. Warner avait observé que l'essentiel de la société Murjin, tous les rapports sociaux, toute la stratification sociale Murjin, reposait sur le mythe du serpent Yurlungur. Serpent Yurlungur. Alors vous avez ici, sur le graphique, je l'ai repris à Lévi-Strauss, le bouquin je ne l'ai pas lu, je vous rassure, c'est le résumé qu'en fait Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, le livre de 1963. C'est lui qui évoque le cas de Warner. Et donc Lévi-Strauss nous donne ce graphique, qu'il extrait donc, du livre de Warner, qui présente les pluies, les retombées de pluie, la taille des pluies sur une période de 46 ans dans le nord australien. Et donc ce qui frappe l'observateur, ce qui frappe Warner, c'est la très très grande régularité et la très très grande prévisibilité des inondations et des risques de crues. On voit que l'essentiel de la saison des pluies se concentre en gros sur 5 mois, avec une très très forte intensité. Et le lien se fait directement, là encore vous voyez le lien avec la sociologie de l'environnement, c'est-à-dire que cet artefact que représente la mesure des pluies représente directement la forme du serpent Yurlungur. Vous allez me dire, c'est quoi le serpent Yurlungur? Le serpent Yurlungur, c'est le serpent qui a été malencontreusement réveillé par la maladresse d'une jeune femme qui a eu la mauvaise idée de perdre son sang menstruel dans le bassin où vivait le serpent. Le serpent, il n'a pas du tout aimé que l'eau de son bassin soit polluée. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du bassin. Imaginez ce serpent, je les ai mis, l'image ici. Et au moment où le serpent sort du bassin, alors évidemment il engloutit la fille en question, et au moment où il sort du bassin, il envoie de l'eau sur tout le territoire. Il inonde tout le territoire. Et donc ça rend évidemment la vie impossible. Et une fois qu'il s'est vengé, il retourne au fond du bassin, et donc les pluies cessent. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que attendez, je vais peut-être ici. Voilà, ici. C'est à partir de ce mythe-là, en fait, Warner va faire l'étude de la stratification sociale de la tribu. Que, en gros, le serpent Yurlungur incarne la puissance du mâle, la puissance supérieure de l'homme. Et donc, la femme soumise incarne ce qui n'est pas le serpent. Le mâle, lui, c'est celui qui fertilise. Parce que, évidemment, en mettant de l'eau partout, l'avantage, c'est que du coup, on fertilise les terrains et on rend la culture et l'alimentation possible. Donc le comportement masculin est de fait sacralisé, considéré comme pur, tandis que le comportement féminin est considéré comme impur et profane. Et le paradoxe relevé par Warner, c'est que l'homme, qui est censé incarner le pouvoir, il incarne aussi la mauvaise saison. Et la femme, qui incarne l'objet dominé, incarne la bonne saison. Mais en fait, comment on résout la contradiction? On la résout dans les attitudes et les activités sociales. Ce qui est légitimé, c'est la froideur des comportements et la rigueur des mœurs. Si vous voulez. En gros, les vieilles familles, Elias appellera ça les vieilles familles, incarnées par des hommes, disent en fait la bonne façon de se comporter.
Et c'est précisément ça qu'il va observer aux États-Unis. En réalité, ce pays où règne le mythe du self-made man, vas-y, fais-toi toi-même, par tes efforts, par ton travail, etc., est bel et bien un mythe. Dans la réalité, ce qui est valorisé, les comportements qui sont valorisés, c'est l'ancienneté d'installation. Et donc, les vieilles familles, les plus riches, plus ou moins aristocratiques, sont celles qui disent, qui vont faire les réputations, au fond. Et donc, ce que veut nous dire ici Warner, c'est que finalement, par-delà les différences qu'il peut y avoir entre la société murgine et la société américaine, il n'y a pas tellement de différence. Fondamentalement, la culture américaine reste marquée par le poids du temps, le poids de l'héritage, et au fond, hériter restera toujours comme étant mieux considéré que le fait de parvenir à s'élever dans la société par ses efforts. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Alors pour le démontrer ça, donc il calcule des indices statutaires, je ne reviens pas sur le mode de calcul, et il va, c'est peut-être ça que vous connaissez, qu'on montre parfois à nos élèves, la upper, la upper, lower, c'est lui qui a introduit ça. Et donc la famille upper, elle croit en sa supériorité naturelle. Donc c'est toujours plus prestigieux, je vous l'ai dit, d'être considéré comme une vieille famille installée, plutôt que d'être considéré comme un parvenu. Le parvenu étant celui, au fond, qui réussit par ses efforts. Et il est là le paradoxe, en réalité. Tu peux réussir, mais finalement, tu seras toujours moins bien considéré sur l'échelle du prestige que si tu es d'ascendance, j'ai envie de dire, un petit peu noble, entre guillemets. Donc ce principe de stratification structuré par le temps, structuré par les bornes mœurs impulsées par les vieilles familles, c'est un principe qu'on va retrouver, là encore, dans les études classiques, peut-être vous le connaissez, logique de l'exclusion, de Norbert Elias et John Scottson. Vous le connaissez celui-là? Non? Donc Elias et Scottson vont enquêter, là encore, dans une ville à proximité de Leicester, qu'ils anonymisent sous le nom de Winston Parva. Il semblerait, alors on n'a jamais dit officiellement, qu'il s'agisse de la ville de Wixton, donc à côté de Leicester. Et donc ils vont repérer dans cette ville trois espaces résidentiels catégorisés par effet aristocratique. Donc vous avez le quartier bourgeois résidentiel, donc sociologiquement vous avez les cadres, la position libérale, et puis vous avez deux quartiers ouvriers, extrêmement proches sur un plan économique, mais et spatialement aussi d'ailleurs, mais extrêmement distants sur le plan symbolique. Vous avez les ouvriers villageois, les établis, ceux qui sont là depuis très longtemps, et puis vous avez les ouvriers immigrés, les outsiders, ceux qui viennent d'arriver. Et donc, Elias et Scottson soulignent la fonction structurante du commérage. En gros, le groupe des vieilles familles, là encore, à l'instar des hommes chez les Murgines, qui vont dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, vont faire et défaire les réputations. Et donc ce groupe qui est structuré, qui est fortement intégré du fait de son ancienneté dans la ville, va voir la portée de son commérage être extrêmement efficace. Donc c'est ce que nous dit Elias, à attribuer au commérage une fonction d'intégration, on risque trop aisément de suggérer qu'il est la cause de l'intégration et l'effet. Probablement serait-il plus exact de dire que le groupe mieux intégré est susceptible de potiner plus librement que le groupe moins bien intégré, et que dans le premier cas, le commérage renforce une cohésion déjà existante. Et ça, en plus, ça va avoir des effets autoréalisateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les ouvriers immigrés savent que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais intégrés à la communauté des établis, ils finissent au fond par adopter les comportements déviants dont on suspecte qu'ils sont les responsables. D'accord? Donc ça ouvre la voie. Alors je fais des ponts un peu vastes, mais je trouve que c'est juste pour nourrir votre réflexion. Ça ouvre la voie à une notion qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, qui est la notion de capital d'autochtonie. Donc là encore, alors quand on lit Jean-Noël Retière, puisque c'est de lui dont il s'agit, un sociologue qui travaille plutôt dans l'Ouest, je crois qu'il est à l'université de Nantes, je crois. Quand on lit la thèse et l'article de Jean-Noël Retière, il n'évoque pas Warner, ni même Elias, mais en fait, quand on y réfléchit, il y a quand même énormément de points communs. C'est vraiment la structuration par le temps, la durée d'installation qui va faire la stratification sociale.
Et à travers la notion de capital d'autonomie, c'est exactement ce qui se passe. Donc concrètement, Jean-Noël Retière, donc à l'époque c'était en 1987, il fait sa thèse, et il va faire sa thèse à Lanester, une commune du Morbihan. Et cette commune se caractérise par l'importance d'une activité en particulier, qui est l'activité de l'arsenal, donc qui consiste à fabriquer essentiellement des bateaux pour l'armée. Et il constate qu'à l'intérieur de Lanester, il y a un groupe de personnes, souvent, pas automatiquement, mais souvent liées par des liens familiaux, qui se sont arrogés finalement la légitimité de l'habitat. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'ils travaillent depuis des décennies, de génération en génération, dans l'usine de l'Arsenal, parce qu'ils se côtoient quotidiennement, ils revendiquent pour eux et pour eux seuls une culture lannestérienne, une culture propre à la ville de Lanester. Et c'est ça qui va amener Jean-Noël Retière à développer la notion de capital d'autochtonie. Alors c'est pas lui qui l'invente, la notion de capital d'autochtonie, mais c'est vraiment lui qui va la populariser en France. Je crois que la première fois qu'elle a été utilisée, ça devait être par Chamboredon et Boson dans une étude sur la chasse en 1980. Mais c'était une notion qui était restée un petit peu anonyme. C'est vraiment lui qui va en faire une notion, scientifique. Donc il va utiliser cette notion de capital d'autochtonie pour distinguer 3 types de populations associées à 3 types de sociabilité. Donc vous avez une population qui se caractérise par sa sociabilité d'ancrage, donc celle qui va rassembler les ouvriers de l'arsenal, généralement protégés par un statut, unis par une histoire locale, faite de revendications, d'adhésion à un syndicat. Donc ils se reconnaissent par leur autochtonie, ils ont toujours été là, ils s'identifient à leur commune et ils pratiquent massivement les loisirs culturels locaux. Donc en particulier la boule lannestérienne, ils sont très présents dans les manifestations locales, ils sont les premiers à être là lorsque la nouvelle mairie est inaugurée, lorsque un nouveau bâtiment public est construit. Donc si vous voulez, ce sont les lannestériens de souche, de certaine façon. Et puis à partir des années 70, vous avez une autre population qui arrive, qui se caractérise par sa sociabilité HLM, qui va rassembler davantage de chômeurs et puis surtout aussi davantage d'ouvriers précaires, qui eux en fait ne participent pas du tout à la vie de Lanester. Ils sont totalement étrangers aux manifestations publiques, ils sont totalement étrangers à l'adhésion aux associations, etc. Et à côté de ça, vous avez une 3e type de population, donc à capital culturel plus élevé, qui eux, au fond, participent de manière passive aux activités locales. Donc en gros, ils vont aller assister au pot organisé par la mairie pour la rénovation du bâtiment, mais ils y vont d'abord pour apprécier la qualité architecturale du lieu. Là où le lannestérien typique, lui, il y va juste pour tailler la ravette et discuter avec les potes. Vous voyez ? Donc c'est ça qui fait émerger le capital d'autochtonie, qui va vraiment caractériser l'ouvrier à statut, l'ouvrier de l'arsenal. Donc c'est une notion importante qu'on retrouvera après. Là, aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais si vous vous intéressez aux questions rurales, aux questions périurbaines, ou même aux questions de ségrégation, on retrouve toujours cette notion de capital d'autochtonie pour montrer que même les populations, au fond, un petit peu ségrégées, un petit peu à part, développent des manières d'être, au fond, qui les rendent d'une certaine façon fiers de l'espace dans lequel elles vivent. Dernière étude de communauté. Alors en France, celui, il n'est pas très connu, alors qu'aux États-Unis, il l'est beaucoup plus. En réalité, bon, sinon, vous allez me dire l'américain, mais quand on entend des études de sociologie en France, alors le premier qu'on voit, à part les classiques, c'est Bourdieu, quoi. D'accord ? Quand vous allez aux États-Unis, un des premiers que vous allez voir, c'est Footwhite. C'est Footwhite. Parce que c'est vraiment le William Footwhite. C'est vraiment, il a développé une sorte de canon méthodologique. Il va véritablement s'immerger dans un quartier, je vais vous dire lequel, en l'occurrence ici, le quartier italien de Boston, et il fait vraiment partie des sociologues parmi les plus cités aux États-Unis, même si Bourdieu a peut-être pris le devant depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un ancien élève de Warner, c'est pour ça que je vous ai mis ici l'héritage de Warner. Alors ce qui caractérise Footwhite, alors c'est d'abord un critique de la première école de Chicago.
Le problème de Park, Burgess, etc., c'est qu'ils voyaient dans le changement urbain uniquement l'expression d'une désorganisation sociale. Et Footwhite dit non, en tout cas il va aller le tester sur le terrain, pour démontrer que non, en réalité, ces populations réputées totalement désorganisées, typiquement le paysan polonais qui immigrait de l'Europe de l'Est pour aller à Chicago, se retrouvaient totalement désorganisées. Mais Footwhite dit non, en réalité, les migrants développent une capacité d'auto-organisation qui avait été totalement négligée par la première école de Chicago. Et donc moi je veux démontrer que ces populations réputées désorganisées sont en fait très organisées. Et l'autre source d'inspiration, c'est ce qu'il appelle les muckrakers, qu'on pourrait traduire par fouilleurs de merde. C'est-à-dire, en gros, ce sont les ancêtres d'Élise Lucet. Les premiers muckrakers, les premiers muckrakers sont ceux qui ont fait tomber la Standard Oil, qui a démontré en fait le caractère extrêmement monopolistique de la Standard Oil, et qui, à force d'enquête, en fait, ont fait voter la loi, qui a fait démanteler l'usine et qui a du coup permis de faire voter les premières lois antitrust. Donc cette double influence, le critique de Chicago, le muckraker, Lincoln Stephens, donc, qui a montré qu'un homme d'un milieu semblable au mien, parce que oui, Footwhite provient d'un milieu plutôt favorisé, pouvait s'écarter de la voie toute tracée que lui dictait la vie et acquérir une connaissance approfondie d'individus et de groupes dont les activités et les convictions étaient très éloignées des siennes. Alors, son enquête, où est-ce qu'il va la faire ? Il va la faire dans le North End de Boston. Alors, je vous ai parlé des indices de dissimilarité tout à l'heure. Vous voyez comment les indices de dissimilarité peuvent être utilisés ici. Ce quartier du North End de Boston, il présente les indices de dissimilarité parmi les plus élevés. En gros, 90% des habitants du North End de Boston, c'est des Italiens. Donc c'est un quartier ségrégé, totalement italien, qui n'a d'ailleurs pas toujours été italien, il a d'abord été irlandais, et puis les Italiens sont arrivés, sont venus concurrencer les Irlandais, ce qui a fait pas mal de tensions. Des tensions d'ailleurs qui sont traduites en conflit physique dans un premier temps, en conflit politique dans un second temps. Donc vous voyez l'indice de dissimilarité, je vous rappelle, c'est la proportion d'individus qui devraient déménager pour que toutes les types de populations soient représentées à part égale dans les différents quartiers. Alors le terrain de White, c'est une structure urbaine de type grid system. Alors j'ai cherché pour illustrer ça, ce que c'est le grid system. Donc une photo d'une North End de Boston en 1949, donc quelques années après l'enquête de White, et une photo du North End d'aujourd'hui. Donc je me dis, avec un peu de chance, c'est peut-être que ça peut rendre à peu près la même rue. Mais ce qui caractérise le grid system, c'est une structure qui concentre les lieux de sociabilité au coin de la rue. C'est pour ça que le livre de White s'appelle Cornerville, la ville du coin. Parce qu'en réalité, les lieux de sociabilité se concentrent dans les coins. Typiquement, ici, vous avez le café. Et ce grid system, non seulement il concentre ces lieux de sociabilité dans les coins, mais en plus c'est un slum. Un slum, c'est un quartier qui se caractérise par son surpeuplement pathogène, avec des conditions d'hygiène et de vie assez difficiles, et avec une surreprésentation de populations immigrées récentes. C'est ça le slum. Et c'est précisément ça qu'il va étudier. Donc il nous dit, alors c'est assez agréable à lire, Footwhite, c'est l'occasion, lisez-le, ça se lit comme un récit en fait, comme un récit, donc il raconte son quotidien, tous les jours, comment il fait, c'est totalement immersif. En fait, il adopte totalement les pratiques, et même, certains diront même les mentalités, des personnes sur qui il enquête. Il ira même jusqu'à participer à un bourrage des urnes pour l'élection d'un sénateur local. Donc j'ai fait mon choix sur des critères fort peu scientifiques. C'est Cornerville qui correspondait le mieux à l'image que je me faisais d'un quartier pauvre, donc une zone d'immeubles de 4 à 6 étages délabrés, surpeuplés. Les immeubles dégradés, armatures en bois, de certains autres quartiers de la ville ne me semblaient pas assez authentiques. Donc c'était pas forcément très scientifique comme choix, mais au final, il n'a pas regretté, je pense que ça correspondait bien à l'image du slum qui se faisait. Alors méthodologiquement, il va procéder par interaction. En gros, son quotidien, alors il va participer à toutes les activités, notamment le bowling, qui est une activité extrêmement structurante, mais il va passer son temps à comptabiliser le nombre de fois que chaque personne entre en contact avec une autre personne. Donc c'est une approche interactionniste. Alors pas interactionniste symbolique,
interactionniste au sens le plus utilitariste du terme. C'est-à-dire que plus les personnes se voient fréquemment, plus il en déduit une intensité des relations, tout simplement, sans que ces relations ne modifient en réalité les représentations des uns et des autres. Donc c'est pour ça que je veux dire, c'est pas de l'interactionnisme symbolique au sens de Herbert Hughes ou de Howard Baker, c'est de l'interactionnisme utilitariste. Alors, on a dit, voilà, Footwright veut démontrer le caractère extrêmement structuré de ce quartier du North End de Boston. Ben, cette structure, il l'a fait apparaître en étudiant en fait deux catégories de population. Ce qu'il appelle les little guys, les petits mecs, les petits gars, et les big shots, c'est-à-dire les gros bonnets. Alors quand on regarde d'abord little guys, ce qui forme la première partie de l'ouvrage, ben, il se rend compte que ces little guys se structurent, se stratifient différemment de celles de leurs parents. C'est-à-dire qu'en gros, quand les parents sont arrivés, donc dans l'ordre, c'est d'abord les Italiens du Nord, les Génois sont mis avec les Génois. Après, ce sont les Napolitains qui sont arrivés, mais les Napolitains sont inférieurs aux Génois. Ça ne dit pas. Hein, ben dans l'esprit des Italiens de l'époque, apparemment c'était la représentation qui valait, et donc les Génois ne se mélangent pas avec les Napolitains. Et puis en bas du bas de la stratification italienne, il y a les Siciliens. Alors, les Siciliens, vous êtes vraiment une ordure, quoi, si vous voulez, et les trois ne se mélangent pas. Et donc c'est à l'intérieur même du quartier, même si apparemment ils ne sont pas très loin, en réalité ils ne se mélangent pas. Voilà. Toi t'es Génois, toi t'es Napolitain, toi t'es Sicilien, voilà, on ne se mélange pas. Avec les enfants, la structure, la stratification change. C'est-à-dire que c'est plus la région d'origine qui va structurer et séparer les individus, c'est le rapport à l'école. Et donc il va distinguer ceux clairement qui n'ont pas fait d'études, qui ont raté, qui n'ont pas achevé leur high school, en gros qui l'ont arrêté au collège, si vous voulez, hein, pour parler des termes contemporains. Donc c'est ce qu'il appelle les corner boys, donc ceux qui fréquentent la rue, ceux qui fréquentent les coins de la rue, les bars, etc. Et les college boys, voilà, ceux qui ont un petit peu plus réussi, hein, qui ont fait plus d'études. Alors il étudie également les big shots. Les big shots, c'est quoi? Les big shots, ce sont les gros bonnets. Alors on distingue deux. Il y a d'un côté les racketteurs et d'un autre les hommes politiques. Et donc il montre que le racket, c'est l'institution cardinale dans le quartier. Mais il ne faut pas entendre le racket au sens où on l'entend, oui, je vais te dévaliser à la sortie de l'école, c'est pas ça. Le racket, il a gardé l'expression racket. Alors au départ, c'est ça, évidemment, c'était des ouvriers au départ, avant la prohibition, qui se faisaient attaquer par des truands et donc rackettés. Mais sous l'effet de la prohibition, le racket s'est institutionnalisé. Il s'est institutionnalisé d'abord dans le trafic d'alcool, et à partir du moment où la prohibition a cessé, du coup c'était plus rentable de faire de l'alcool, du coup on s'est replié sur le jeu, les activités de jeu. Et donc les racketteurs, ce sont les tenanciers de maisons de jeu, tout simplement. Donc tout l'enjeu du racketteur, c'est de contrôler les activités de jeu. Et puis à côté de ça, l'autre gros bonnet, alors il donne les noms, hein. Ah oui, je vais citer les différents noms ici. Donc Georges Ravello, dont la seule et unique ambition des hommes politiques, au fond, c'est de renverser la domination irlandaise. Il faut prendre, en gros, on ne peut pas laisser un Irlandais nous diriger, quoi. Voilà. Il faut que ce soit absolument un Italien. Et donc tout au long de l'ouvrage, il va étudier différentes trajectoires. Donc il étudie, voilà, en particulier certaines personnalités. Donc celui qu'il appelle Doc, Annette Pecci, donc c'est lui qui va être son informateur, en fait, son bonhomme, son contact direct, son principal informateur, qui va le mettre au contact des autres. Et donc Doc, c'est le chef des Nortons, qui est une bande de corner boys importante dans le quartier, qui s'oppose à celle du club des Italiens, Chick Morelli. Et alors ce qui est intéressant, c'est que l'opposition de corner boys et college boys se fait rarement de manière violente. C'est-à-dire que White, en fait, il a passé quand même 3 ans et demi, au quartier, il a vécu dedans, quoi, avec sa femme et tout, voilà. Il n'a jamais assisté à des agressions physiques. Tous les conflits se règlent principalement par le bullying. Alors ça c'est intéressant parce que du coup c'est à peu près, alors c'est pas le seul, mais c'est le principal emprunt à la culture américaine. Au bullying, ils ne jouaient pas du tout tant qu'ils étaient en Italie. Par contre, en arrivant aux États-Unis, le bullying, ça devient le truc, quoi. Ça devient le symbole qui permet quand même de garder un contact avec la culture américaine. Et donc White nous décrit de grandes parties de bullying, où lui-même joue au bullying, il est saisi par l'effervescence collective, se sent poussé par ses camarades à faire mieux que les autres. Bon bref, c'est assez stimulant à lire. Voilà, c'est décrit ici. Il y a ce qu'il appelle l'annexe A, donc qu'il avait écrite à la 2e réédition de l'ouvrage en 1955.
où il décrit précisément l'activité du bullying. Bon, ça sert à rien de le lire, hein, c'est très long, mais vous le lirez quand je vous enverrai les documents. Donc tout est en fait très 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 structuré, et les little guys et les big shots entretiennent des relations affinitaires extrêmement importantes. Des relations auxquelles on pourrait rajouter d'ailleurs les relations avec la police. C'est-à-dire que les maisons de jeu sont officiellement interdites, mais en réalité c'est pratiquement l'activité principale du quartier. Parce qu'en réalité les policiers ferment largement l'œil là-dessus, ferment largement les yeux sur cette activité. Parce que tout est affaire de piston, tout est affaire de cooptation. Dès lors qu'il y en a un qui se fait arrêter, qu'un corner boy se fait arrêter, du coup, il va appeler le chef de sa bande qui connaît bien le commissaire de quartier, qui va appeler le policier local qui l'a arrêté, le jeune va se faire libérer. Et tout est basé là-dessus, en réalité. Et ça, c'est la conclusion de l'ouvrage. C'est que de manière générale, si les Italiens ont développé une telle structure sociale, c'est d'abord parce que ils sont incapables, ou en tout cas plutôt parce que la culture américaine ne leur donne pas la possibilité d'atteindre, ou en tout cas ne leur permet pas de tenir ses promesses. C'est-à-dire, le rêve américain dit voilà, travaille, fais des efforts, installe-toi, etc. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Les Italiens, c'est les outsiders. L'américain standard, c'est l'établi. Et la plupart du temps, les Italiens ne parviennent pas à s'offrir une trajectoire de mobilité sociale. Et donc au fond, si le quartier est structuré de cette façon, de manière apparemment si marginale par rapport à la culture américaine dominante, c'est d'abord parce que la culture américaine n'offre pas de solutions alternatives, ne permet pas leur intégration pleine et entière à la culture américaine. Voilà. Là, j'étais très vite là-dessus, voilà, c'est fini, là, tout ça. Là.